Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Alexandra a 37 ans. Elle est influenceuse, créatrice de contenu depuis 10 ans et mannequin grande taille. Son créneau, la mode mid-size et grande taille. Comme elle le dit, la mode pour les corps non conventionnels. Elle a lancé un blog mode qui devait être provisoire et qui est finalement devenu son métier. Mais sa mission aujourd'hui, c'est d'essayer d'insuffler sa joie de vivre au quotidien. Elle ne joue pas la personne de bonne humeur, elle fait simplement du 100% elle. En fait, elle puise dans son quotidien sans que cela soit une télé-réalité. Mademoiselle Modeuse, c'est son nom de plume et ça lui plaît. C'est pour elle une sorte d'incarnation, avec évidemment une vraie personne qui se cache derrière. Elle parle de choses très universelles, sans avoir besoin de montrer sa vie privée. Alors que faut-il faire sur les réseaux sociaux pour développer son univers, sa marque ? Faut-il montrer sa vie privée ? Faut-il la protéger absolument ? Est-ce qu'il y a une règle à respecter ? Montrer sa vie privée fait peur. C'est comme se mettre à nu devant des inconnus. Derrière ce joli sourire et ces photos colorées se cache une enfance très douloureuse. Elle a vécu son enfance comme un chemin de croix. Un papa agressif, une maman peu présente, une tentative de suicide, sa bulle domestique était devenue un enfer. Une fois dans l'âge adulte, Alexandra a vécu comme une renaissance. Alexandra nous parlera également de sa relation de grande proximité avec son ex-mari. Il n'y a aucune ambiguïté amoureuse, mais un grand attachement et une complicité intellectuelle très forte. Ils ont vécu 13 ans ensemble, ont été mariés 10 ans, ont pleuré devant leurs avocats le jour de leur divorce, sont ensuite allés le fêter dans leur restaurant préféré et ont continué d'avoir leur chat en garde partagée. Durant cet échange, on parlera aussi d'espoir, l'espoir qui est finalement le moteur fondamental de notre vie, d'où l'expression « l'espoir fait vivre ». Alors comment a-t-elle fait pour transformer cette enfance difficile et violente en une vie positive et solaire ? Pourquoi a-t-elle décidé d'écrire un blog ? À quel moment sa communauté a explosé ? Avait-elle prévu d'en vivre ? Et à quoi ressemble son quotidien aujourd'hui ? Bonjour Alexandra. Bonjour Sandra. Bon, on rigolait tout à l'heure parce que je disais à Alexandra, non mais tu te rends compte, ça doit faire je ne sais pas combien de mois qu'on doit faire cet enregistrement et qu'on n'y arrive pas, mais c'est un truc de dingue. Pourtant on se fixe des rendez-vous, il y en a une qui peut pas, l'autre qui annule parce que pareil, encore un contretemps. Voilà, bon, aujourd'hui on y arrive, on a réussi, Exactement. Donc je suis ravie. Alexandra, comment vas-tu ? Ben écoute, je vais très très bien. Au moment où je te parle, en fait, il fait très beau. Alors, moi, je suis résidente à Bordeaux, magnifique ville du sud-ouest de la France. Il fait exceptionnellement beau. Enfin, je dis exceptionnellement, c'est parce qu'en fait, on a, comme un peu tout le monde, on a eu des jours de pluie. Et puis là, cette semaine, on a une très belle semaine de printemps. Donc, c'est extrêmement agréable. Il y a un grand soleil. Mon appartement est inondé de lumière. Donc, voilà, c'est parfait. Quelle chance, nous il pleut, enfin quelle chance, moi j'habite dans le sud, il pleut rarement, cette semaine il pleut, donc bon, c'est pas Zut. Alexandra, donc tu es suivie par beaucoup de femmes, et tu vas tout nous expliquer, mais pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots ? Bien sûr, donc moi je m'appelle Alexandra Fleurisson à l'état civil, je suis influenceuse et créatrice de contenu depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé en 2012 par un blog mode à l'époque. Et puis, à l'époque, ce qui n'était qu'un loisir et quelque chose qui, pour moi, ne serait que du provisoire, ben, finalement, c'est du provisoire qui a duré. Et tant et si bien qu'aujourd'hui, ben, c'est devenu mon métier, d'une manière totalement inattendue. Donc, je pense que c'est pour ça, au final, que j'y prends un plaisir renouvelé tous les jours. Je sais qu'aucune de mes journées ne se ressemble. Je suis toujours aussi passionnée par ce que je fais. Maintenant, j'ai un contenu développé toujours autour de la mode, mais plutôt la mode, ce qu'on appelle mid-size ou grande taille. Tout dépend comment est-ce qu'on se situe sur ce segment-là. Je parle aux femmes
de mode pour les corps que j'appelle non conventionnels, en expliquant que on peut être extrêmement stylé en s'habillant au-delà du 42, 44 etc. Voilà, et puis j'essaie de leur insuffler ma joie de vivre à moi comme un cadeau quotidien parce que je pense que par principe de vie, Heu, la vie m'a fait des cadeaux, pas toujours, mais en tout cas depuis quelques années, la vie m'a fait des cadeaux. Ce sont des choses, enfin, c'est un bonheur auquel j'ai pas pu accéder seule évidemment parce que, moi, il est surtout intervenu par le truchement de ma carrière professionnelle et pour moi, il y a rien de plus logique que finalement de repartager tout ça et quoi de mieux que les réseaux sociaux pour le faire? Tout à fait. Et Voilà. c'est vrai qu'à travers ton contenu, à travers ta page Instagram, qui est hyper solaire, hyper colorée, on ressent que tu as un vrai rayon de soleil, tu as cette vraie joie de vivre. Et c'est vrai que tu transmets ces ondes-là, je trouve ça super. Et tu dis, c'est génial de pouvoir faire ça au quotidien. Oui, parce Ah oui. qu'on a l'impression que tu fais en fait au quotidien du 100% toi en fait. Totalement, totalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très facile. Des fois, il y a des personnes, parce que c'est vrai que maintenant j'ai une activité et je pense que j'aurai l'occasion d'expliquer un petit peu plus tard. J'ai pas une activité maintenant qui est uniquement polarisée sur l'influence et la création de contenu. Il m'arrive aussi de faire maintenant beaucoup plus d'activités qui ont toujours un lien avec cette activité initiale, mais j'ai un petit peu ouvert le champ de mes possibles et là encore, j'en suis très heureuse. Euh, et j'ai perdu le fil de de Eh ce que ben ça j'étais en arrive, ne train de t'inquiète te pas, ça dire. arrive tout le temps. Non, et en fait, voilà, ah, ça y est, j'ai retrouvé mon idée. En fait, des fois, là, une des questions qu'on me pose, c'est: «Mais est-ce que c'est pas trop, entre guillemets «pénible», de tout le temps comme ça, être au taquet, et de jouer, la personne de super bonne humeur?» Et en fait, les gens, ils sont souvent surpris que je leur dise: «Mais vous savez, en fait, je ne joue pas la personne de bonne humeur». C'est-à-dire qu'il y a rien de plus facile à faire mon métier, puisqu'en fait, dès lors que je capte du contenu, donc que je vais, puiser dans ma vie quotidienne, ce n'est rien d'autre que moi. Oui, il y a pas de rôle à jouer et finalement, c'est peut-être la meilleure vraiment la manière la plus confortable de faire ce métier. Quand finalement tu puises dans ton quotidien. Alors évidemment, c'est pas une télé-réalité, ça je me refuse à le faire. Des fois, moi j'ai des abonnés qui me disent: «Oh, on aimerait bien voir plus de choses». Ben non, parce qu'en fait, le plus de choses, est-ce qu'en soi, est-ce vraiment intéressant? Je ne suis pas sûre. Est-ce que ça contribue vraiment à apporter, de l'énergie, des choses comme ça? J'en suis pas sûre non plus. Donc, c'est vrai que je veille aussi à pas tout exposer de ma vie. J'ai aussi fait des choix qui sont maintenant ce que je considère comme étant extrêmement intime, donc tout ce qui va relever de ma vie amoureuse, je n'en parle plus. Enfin, j'en ai parlé par le passé, et puis maintenant, bon, j'ai un petit peu changé d'avis sur la question, donc je pense que, enfin, c'est même pas je pense que je n'en parlerai plus, c'est que d'ores et déjà je n'en parle plus. Les seuls moments où je vais parler, moi, par exemple, de ma vie amoureuse, ça va être pour raconter un petit peu ses déboires, mais toujours sous un, Sur un la rig aspect très, ouais, le très ton de la rigolade, humoristique. voilà. Ah, toujours, parce que je préfère rire des choses plutôt que d'en pleurer. Alors, je ne sais plus qui avait dit ça, je me demande si c'est pas Beaumarchais. Et, et du coup, voilà. Du coup, mais c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est d'ailleurs une question que je voulais te poser. Donc, comme je te disais, ton contenu est très joli, tu as toujours de très jolies tenues, très solaires, etc. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite remarqué que tu parlais finalement très peu de toi. Donc, en fait, c'est voulu. Exactement. Bien sûr, c'est voulu. Tout à fait. Tout à fait, parce que alors ça, et c'est drôle que tu me dis ça parce que je me rends compte que les gens finalement le réalisent quand ils s'attardent sur le fond du contenu en fait. Tout à fait. Et ouais. Mais c'est complètement voulu, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je sais pas. Alors, je vais essayer d'expliquer, bon, même si j'ai pas théorisé les choses, mais je les ai conscientise quand même un petit peu. Moi, je considère que depuis 10 ans, j'ai une sorte de personnage public qui s'appelle Mademoiselle Modeuse, qui est inspiré et en tout cas impulsé par moi-même, Alexandra. Et l'avantage d'avoir un nom de plume, pour moi, c'est un bénéfice énorme. C'est-à-dire que longtemps, ça m'ennuyait un petit peu quand dans la rue, on me disait: «Ah, mais c'est Mademoiselle Modeuse!»
Mais oui, parce qu'en fait, je me dis: «Ah zut, c'est nul», parce que les gens, en fait, finalement, ils connaissent pas mon prénom. Mais au final, tant mieux. Tant mieux parce que finalement, Mademoiselle Modeuse, c'est comme une sorte d'incarnation de quelque chose, auquel on accroche et derrière, il y a une vraie personne. Après, voilà, si on retient le prénom, on retient le prénom et c'est très, très bien. Les gens, ils le savent aussi que voilà, il y a une vraie personne derrière et que finalement, tout ce que je peux proposer, c'est moi qui l'impulse. Mais finalement, les choses se sont très bien faites. C'est-à-dire que moi, je considère que je peux parler de choses, enfin, je parle de choses très universelles en les tirant de mon expérience personnelle, mais je n'ai pas besoin de parler de forcément des choses très intimes de moi pour parler aux gens et pour parler de choses universelles. Voilà. Bien Et, sûr. et je considère aussi que ça prend un peu le contre-pied de tout ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux ou alors dans les médias depuis quelques années. Moi, je suis toujours très, très sensible à la préservation de ce qu'on appelle la vie privée, parce que c'est extrêmement important, parce que ta vie privée ne te concerne jamais que toi en solo. Ta vie privée, enfin, à condition de n'avoir strictement aucun cercle social, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu triste. Mais la vie privée, c'est pas juste la personne en soi, c'est aussi tout son entourage. Euh, et j'ai conscience aussi que dans mon giron et autour de moi, il va y avoir des gens qui comprennent mon activité, mais qui n'ont pas forcément envie, de près ou de loin, d'être exposés. Ça les intéresse pas, ils l'ont pas choisi. Donc dès lors qu'ils ne l'ont pas choisi et qu'ils n'ont pas manifesté une volonté de dire oh si tu parles de moi c'est pas un problème, je le fais pas en fait. Je le fais pas parce que en plus de ça, ça ouvre une porte à autre chose qui n'est pas mon contenu. C'est complètement différent. Et je pense aussi qu'il y a peut-être enfin un instinct de protection, c'est pas impossible, parce que je considère que finalement oui, protéger son intimité vraiment la plus stricte, c'est aussi un excellent moyen de se protéger dans un monde des internets qui est extrêmement hostile et je pense que si tu l'ignores pas. Et voilà. Après, c'est un bon équilibre des choses, c'est-à-dire que au global, les gens ont le sentiment de plutôt bien me connaître, mais ils connaissent le personnage public. Les personnes qui connaissent vraiment Alexandra, l'influenceuse derrière, mais moi, ça va être mon cercle d'intime, en fait. Voilà. Bien sûr. Et je pense que ça me permet aussi de faire cette espèce de mettre cette espèce peut-être de cloison de verre invisible où je donne beaucoup de moi sur les réseaux, mais cependant, je reste une personne privée derrière avec une sensibilité, avec des habitudes, avec tout ça. Et ça, en fait, finalement, ça appartient à un autre registre. Et les personnes qui peuvent y avoir accès sont des personnes que j'ai choisies. Voilà. Mm. Mais je te comprends tout à fait parce que effectivement, quand on arrive sur la toile, sur Instagram, pour vivre de ses projets, de ses business, et qu'on crée finalement une marque avec son personnel branding, en fait, Mm. c'est vrai que c'est quelque chose qui est angoissant. Alors oui, effectivement, ça va être une des clés pour réussir à être indépendante financièrement, à être son propre employeur et à créer son business. C'est clairement une des clés. Mais c'est vrai que c'est angoissant parce que tu te dis, ok, c'est quoi la limite? Est-ce que je vais attirer des cons? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça fait peur? Oui, ça fait peur. Et là, c'est aussi la peur de réussir. Toi, aujourd'hui, tu as des dizaines de milliers de personnes qui te suivent. Je pense que tu as peut-être aussi eu peur d'être submergé en fait de demandes, de gens qui te regardent, Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours angoissée en tout cas. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Alors, moi, mes peurs et mes appréhensions, elles étaient un petit peu différentes. J'en discutais avec une amie que j'ai croisée avant-hier soir parce que j'étais en concert et à Bordeaux, je suis allée voir Angèle. C'était Ah, super. trop cool! Ouais, c'était bien. Elle a commencé sa tournée, la tournée de son nouvel album. Et du coup, bah moi, en fait, on m'a offert la place. En fait, on me l'a offerte la veille. C'était un cadeau d'anniversaire en Incroyable. avance. Ouais. Alors d'ailleurs, je fais une parenthèse, cadeau d'anniversaire. Alors peut-être que j'aurai l'occasion de parler un petit peu de moi et des gens qui m'entourent. Cadeau d'anniversaire de mon ex-époux. Oh, dis donc! Ouais, mais oui. Parce que moi, j'étais mariée pendant 10 ans. Mais Et c'est puis pas bon, vrai! Non mais attends, tu si, me si. spoiles trop ta vie là! Bon, ok, vas-y, maintenant que t'es lancé, vas-y. J'étais mariée pendant 10 ans et puis du coup, donc nous avons divorcé il y a quelques années
Et comme j'aime bien des fois l'expliquer, bon, c'est sûr que forcément un mariage qui se conclut par un divorce, on peut pas forcément considérer que c'est un mariage réussi. Mais cependant, je suis plutôt fière d'avoir réussi mon divorce dans le sens où mon ex-mari est devenu une personne. Bah, après, ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que je pense qu'on vit pas parce que finalement, entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on s'est séparés, on a vécu 13 ans ensemble, donc on vit pas 13 ans de vie avec quelqu'un si vraiment il n'y a pas un lien extrêmement fort. Et ce lien, même si effectivement bah, tous les aspects liés euh, comment dire, même si le lien conjugal s'est étiolé jusqu'à disparaître, cependant, le lien humain n'a jamais disparu. Et au final, bah, on s'est séparés en excellents termes, sans se prendre la tête sur les questions matérielles. Il n'y a jamais eu d'agressivité entre nous, donc bon, ce qui donne des scènes un petit peu cocasses chez les avocates. C'est-à-dire qu'en fait, elles se disent, mais pourquoi ils sont là? Ils sont en train de pleurer parce qu'ils divorcent. Mais non, mais c'est trop beau. Mais oui, mais c'est qu'en fait, c'est émotionnellement, c'est très spécial en fait, hein. Enfin, l'imagerie populaire retient surtout les divorces conflictuels, les gens qui s'arrachent le nez, enfin qui se parlent mal. Et en fait, nous, j'avoue que chez les avocates, en fait, on a recouvert les conventions de divorce de petits plocs de larmes en fait, parce que pour nous, c'était très fort parce on a rompu. En plus, c'est très administratif, donc parce que comme maintenant, bon, je fais aussi là une parenthèse dans la parenthèse, la réforme du divorce depuis quelques années fait que tu n'as plus l'obligation de passer devant un juge quand tu n'as pas d'enfant et aussi quand tu es d'accord sur tout. Ah, Donc d'accord. ça facilite les, comment dire, les séparations. Oui. Il y a des gens qui ont beaucoup parlé de facilitation de divorce, qu'on pouvait divorcer en 1 mois. Bon, oui, dans les faits, on peut divorcer en 1 mois si tu as des avocats qui sont réactifs, mais je peux te dire que dans l'absolu, nous, il nous a fallu 1 an pour divorcer Ah, parce que faut digérer aussi la nouvelle, quoi. Enfin, et même quand on divorce comment dire, dans de bons termes, on se précipite pas chez les avocats parce que bah, enfin, on remet les choses en perspective. On s'apprête à rompre avec des habitudes de plus de 10 ans, donc non, les gens qui disent oh, c'est facile de divorcer, non, non, c'est pas si facile que ça. Honnêtement, c'est pas si facile que ça. Donc les choses se sont faites aller sur une bonne année entre les premiers contacts avec nos avocates respectives, parce que voilà, l'obligation aussi, c'est que s'il n'y a plus de juge, il faut que chaque époux soit représenté par son propre conseil. Et puis au final, les avocates, c'était 2 consoeurs qui se connaissaient bien, donc bon, ça a facilité les choses. Elles se sont dit, bon, eux, à mon avis, ils vont pas être très compliqués à gérer. Et du coup, incroyable. voilà, c'est vrai que on s'est séparés avec beaucoup de tristesse, mais surtout beaucoup de, comment dire, aussi beaucoup d'optimisme pour l'avenir. Parce que je me souviens que quand on est sorti du cabinet des avocates pour la signature des conventions de divorce, ensuite on est allé dîner dans notre restaurant préféré Ah oui, mais je vous adore. pour fêter notre divorce, où en fait, bon, on a un peu pris une cuite parce que je pense qu'on en avait Ah besoin. ouais, c'est clair. Et puis voilà, et puis ce qui fait donc, je reviens à mon sujet initial, c'est que bah, c'est qu'en fait, on habite tous les deux toujours à Bordeaux, pas loin l'un de l'autre, qu'on se voit extrêmement régulièrement. Incroyable. On se voit comme de bons amis en fait, donc voilà, on va dîner au resto parce que bon, on a chacun des agendas professionnels assez chargés. On a aussi un chat en garde Mais partagée. non, mais vous êtes Alors ça c'est pareil, incroyable. ça fait rire tout le monde, mais bah du coup, comme on avait un animal de compagnie, euh, bah, et on aime le chat tous les deux, donc bon, c'est dit, on va pas couper l'animal en deux, ça va de soi. On va pas non plus se bagarrer. Et donc du coup, la décision qu'on a prise, c'est que on a décidé de prioriser le bien-être de l'animal, de le laisser chez lui, donc dans voilà, en tout cas sur le territoire qu'il connaît, à savoir notre ancien logement commun, donc il y a un appart qui est quand même assez grand, donc voilà, il avait ses petites habitudes. On s'est dit on va pas le perturber, mais c'est moi du coup qui vais faire l'effort de venir le voir de temps en temps, et aussi de m'en occuper pendant les congés ou les déplacements professionnels longs de mon ex-mari. Et du Mais coup, vous êtes incroyable. non, mais moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, parce que de temps en temps, du coup, je vais voir mon chat. Alors, comme j'ai toujours les clés de mon ancien chez moi, du coup, voilà, je juste, enfin, c'est pas très compliqué. Je vais voir mon chat, j'emmène mon ordinateur, je passe du temps avec lui, je le papouille, et puis après, je rentre chez moi, voilà. Trop bien. Et ça permet à l'animal d'avoir une compagnie, de pas se retrouver tout seul pendant 3-4 jours d'affilée, et puis
je fais en sorte qu'il ait à manger, à boire, on passe du temps ensemble. Voilà, donc moi, ça me semblait complètement logique. Et puis d'ailleurs, là, ce qu'on va expérimenter, c'est que bientôt, mon ex-mari va avoir des congés plutôt longs, donc on a même, enfin, je sais pas si les parents qui ont des enfants garde partagée font ça, mais nous, on a le planning du chat quand même. J'adore. Et du coup, dans mon planning, j'ai paramétré un agenda spécial pour le chat. Où en fait, il a ses dates qui sont par-dessus mes dates pro. Ces dates de vacances. Il a ses dates de vacances. Et du coup, là, ce qu'on va expérimenter, c'est qu'il vienne dans mon appart. En vacances, Parce du que, coup. ouais, en vacances. Voilà. Donc, on va voir. Hein, on va faire, je pense, une première phase de test pendant 48 heures pour voir s'il se sent bien. Et puis après, bah, écoute, si Comment ça se s'appelle passe. votre chat? Notre chat s'appelle Julius. Oh, Julius. J'étais sûre qu'il avait un Julius. prénom un petit peu chelou. C'est parfait. Alors, Julius, et d'ailleurs c'est drôle parce que il apparaît des fois un petit peu sur certaines de mes anciennes photos Instagram. Julius est un chartreux. Donc tu t'imagines bien cette espèce de chat qui mange bien, hein, comme on dit, la cantine est bonne, il est très dodu. Et c'est un petit roi, c'est-à-dire que Julius ne fait que ce qu'il veut. Ben, je pense qu'en fait, finalement, si les choses se sont passées comme ça, c'est pas aussi parce que le chat le veut. Hein, C'est je un pense enfant roi. exactement, notre chat est un enfant roi. Donc du coup, on se plie un petit peu à son bien-être. Et voilà, après, c'est vrai que c'est un petit peu rigolo à raconter, mais nous, ça nous apporte aucune contrainte. Et au contraire, ça nous fait très plaisir parce qu'on adore notre animal. Et voilà, donc ça va de soi. Et du coup, donc on a le chat en garde partagée et on se voit toujours beaucoup, on échange énormément. On a gardé d'ailleurs, c'est drôle, certaines de nos vieilles habitudes du temps où on était encore ensemble, c'est qu'en fait, on est tous les deux passionnés de politique et à chaque fois qu'il y a des grosses échéances politiques, en fait, on commente ensemble les soirées électorales via WhatsApp. Alors, on est vraiment dingue, hein. Et mais attends, mais là, toutes les nanas qui vont écouter cet épisode vont avoir qu'une envie, c'est que vous vous remettiez ensemble, hein, parce que là, je te le dis direct. Non, mais c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, il y a une abonnée justement qui a réagi à une de mes stories où j'expliquais bah, que le billet de concert, c'est donc mon ex-mari qui me l'a offert et Ah, qui c'est me lui dit non, qui l'a mais offert. Ah, oui, mais oui, oui, mais complètement, voilà. c'est cool, Et là. c'est pour ça que j'expliquais ça, c'est qu'en fait, en début de semaine, il m'écrit, il me dit est-ce que je peux passer, t'as un petit moment pour prendre un café? Je dis bah vas-y, passe quand tu veux. Et donc, du coup, il m'a offert le concert d'Angèle. Il me dit, tiens, c'est un cadeau d'anniversaire un petit peu en avance. Et un de tes cadeaux d'anniversaire un petit peu en avance. Hein, ça m'a aussi fait rire. Mais après, comme on a l'habitude de s'offrir des livres, parce qu'on est tous les deux assez lecteurs, enfin, voilà, Et Bref. mais en fait, vous vivez votre meilleure vie une fois que vous êtes divorcés, quoi. C'est un peu ça le délire. Bah, disons qu'en fait, on était comme ça aussi avant. C'est C'est-à-dire fou. que je pense que sans forcément vraiment le verbaliser, on a gardé ces aspects-là comment dire, de sorte ouais, de complicité un peu intellectuelle sur certains sujets, qui nous apportent en tout cas beaucoup de bonheur mutuel. Enfin, en tout cas, je pense. Hein, en même temps, je me dis si ça lui faisait pas plaisir, il serait pas là. C'est Donc, clair, c'est clair. et non, je pense qu'en fait, ça en tout cas, on voulait pas rompre avec ça. Parce que moi, objectivement, hein, je le reconnais, de ma vie, parce que oui, évidemment, après, ma vie continue. De ma vie, pour l'instant, j'ai jamais connu une complicité intellectuelle telle avec un autre homme, en fait. Voilà, parce que mon ex-mari est une personne qui est extrêmement intelligente, très érudite, et bon, il est un peu plus âgé que moi, donc je pense qu'il a aussi comment dire, le facteur de l'expérience, donc un peu plus de maturité et d'avance, je dirais, dans les connaissances des choses de la vie. Et ça, enfin, je me suis dit, en fait, et c'est peut-être ça qui était triste, mais au final, on a réussi à prendre un contre-pied intéressant, c'est cet attachement intellectuel, ce fait de pouvoir discuter des heures sur des choses où on se comprend, on a à peu près les mêmes avis, bon, des fois avec un peu de divergence, donc du coup, ça nous permet quand même de débattre, et c'est extrêmement intéressant et enrichissant. J'ai jamais retrouvé avec personne d'autre. Voilà. Bon, ce qui fait qu'on n'est plus ensemble, mais cependant, ça, j'y tiens quand même parce que pour moi, c'est extrêmement important.
Bah, bien sûr. Voilà. Bah, on veut Après, ça, hein. évidemment, bah, c'est sûr que le jour où je referai ma vie, de manière durable, oui, peut-être que la personne aura un petit peu à souffrir de la comparaison, quoique ça, j'évite de le faire, mais Et de la complicité, si ça perdure. alors, en revanche, ça s'est toujours bien passé. C'est-à-dire que depuis que on a divorcé, moi j'ai eu quelques histoires longues. En revanche, pour moi, c'est sans ambiguïté dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, j'explique aux nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie que j'ai une relation encore très de grande proximité avec mon ex-mari. Il n'y a plus d'ambiguïté sur la question amoureuse, ça c'est réglé. Mais par contre, on continue à se voir, on discute beaucoup. Humainement parlant, on est extrêmement proches. Il faudra pas me demander de renoncer à ça parce qu'en fait, c'est comme si on me demandait de ne plus voir un ami. En fait, c'est pas possible. Bien sûr. Donc, et finalement, bah, j'ai jamais rencontré personne qui ait suffisamment peu d'intelligence pour pas le comprendre. Parce Et que ce tu qui est dois drôle, aussi les rassurer et leur montrer oui, qu'ils peuvent avoir confiance en toi. complètement, Voilà. complètement. Et ce qui est même drôle, et ça c'est quand même fou de se dire ça, c'est que moi j'ai plusieurs de mes compagnons qui ont rencontré mon ex-mari. Et ça s'est très bien J'étais passé. sûre que t'allais me dire ça. Je suis sûre que t'allais me dire un truc du genre. Et ils sont super potes encore maintenant. Bah après, ils ont jamais bien entretenu des relations, mais ils se sont rencontrés, ça s'est bien passé, voilà, amical, courtois plutôt. Voilà, parce qu'après, mon idée, c'est pas non plus de faire en sorte qu'il y ait, enfin voilà, pour des raisons ou pour d'autres, les gens enfin voilà, c'était pas forcément évident de se voir tout le temps, mais à chaque fois qu'ils ont pu se croiser ou on a pu se retrouver autour d'un verre, ça s'est toujours très bien passé, quoi. En Voilà. tout cas, ton monde, c'est un peu le monde des bisounours. On a bien envie d'y entrer, quoi. Ça a l'air cool chez toi, par chez toi. Bah, disons que, alors, monde des bisounours, je dirais pas parce que, enfin, disons que j'ai cette tendance vraiment, mais ancrée en moi, de maintenant prendre la vie sous ses meilleurs aspects, de me libérer vraiment des contrariétés inutiles, mais cependant, je vois quand même encore beaucoup de choses avec de la gravité. Alors, je pense que je les vois avec de la gravité, mais ça m'empêche pas quand même de garder vraiment mon côté très optimiste en fait. Bien sûr. Je vois les choses avec de la gravité parce que je vois effectivement le monde qui nous entoure partir dans une course qu'on n'arrive juste pas du tout à maîtriser. Sur certains sujets, je me demande même si on va pas directement droit dans le mur. Donc c'est pas possible de ne pas voir le monde avec gravité. Mm, mm. Mais cependant, à côté de ça, moi, pour ce qui concerne ma vie, mon quotidien, mon existence, et comment justement j'évolue dans le monde, j'essaie de garder cette joie, en Oui, fait. et c'est Ouais, important parce que les pensées positives vont venir contrebalancer justement cette gravité-là. Et c'est c'est vrai. important. Sinon, Oui, ben, complètement. qu'est-ce qu'on fait, quoi? Oui, On est tous hyper anxieux, pas bien. c'est ça. Et C'est sinon, compliqué. on se laisse submerger. Et je crois que Tout à fait. c'est indispensable de toujours garder un petit peu cette fenêtre ouverte sur quelque chose de plus beau, de plus, même si ça n'existe pas en vrai, De mais plus je léger. crois de plus léger. Et en fait, moi, je suis très, alors depuis très jeune, hein, je suis très attachée à l'idée de l'espoir, en fait. Alors l'espoir, il y a des gens qui disent ouais, mais les gens qui ont de l'espoir, c'est un peu des gens, enfin. Des gens dingues entre guillemets parce que finalement l'espoir c'est te dire parce qu'il faut quand même un petit peu réfléchir au concept hein, l'espoir c'est te dire pour l'instant, ça c'est pas forcément génial, mais peut-être que dans un futur hypothétique, ça sera mieux, en fait. Et l'espoir, c'est de dire qu'à un moment donné, c'est pas du tout palpable, mais ça sera mieux. Et moi, l'espoir, en fait, j'en ai tout le temps, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et c'est-à-dire que j'arrive pas à me dire, oh, ça va mal se passer. Oh là là, c'est mort. Oh là là, bref, non. En fait, j'ai très peu de pensées négatives. Et j'ai toujours cette espèce d'espoir, mais des fois dans des choses complètement stupides en fait, hein, du type, bah, par exemple, tu vois, je faisais mes courses. Ah non, mais ouais, des fois l'espoir il se niche vraiment dans des trucs débiles. L'autre fois, je faisais mes courses et du coup, sur ma liste, je me rends compte qu'il y avait des trucs que j'avais pas trouvé la dernière fois et parce que c'était en rupture. Et là, je me dis, oh, bon, je verrai bien si je trouve, et puis au pire, je trouverai bien une solution alternative. J'ai pas qu'un seul supermarché dans le quartier.
Et puis au final, j'ai trouvé ce que je voulais et bien plus. Donc je me suis dit, tiens, mais au final, voilà, j'ai pas été en soi négative. J'avais l'espoir de faire mes courses. J'ai fait mes courses. Voilà. Eh bien, écoute, c'est très bien. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Je pense que de toute façon, on a tous un peu Complètement. d'espoir, même s'il y en a qui sont plus fatalistes que d'autres, ce que je peux Oui, comprendre, surtout en ce bien moment. sûr. Mais si on n'a pas d'espoir, on fait quoi en fait? Autant aller s'enterrer tout de suite, hein, sinon Bah, c'est c'est compliqué. exactement ça. Et je pense que c'est d'autant plus important de le rappeler que, en ce moment, l'Europe est complètement déchirée par des conflits politiques et que, enfin, toutes les personnes qui ont pu être marquées comme ça par les grands événements de l'histoire peuvent en témoigner. Les personnes qui, par exemple, ont survécu à la déportation, à l'internement, au camp de concentration, souvent, ce qui va revenir dans leur bouche quand elles expliquent ce qui les a fait tenir, c'était de se dire j'avais l'espoir qu'un jour les choses s'arrêtent. Eh oui. J'avais l'espoir qu'un jour je m'en sortirais. Et je pense que finalement, c'est toujours important, je trouve, de vraiment de s'intéresser aux témoignages des personnes qui ont vécu des choses très dures dans le passé, Tout à fait. parce que ça permet de relativiser le présent. D'ailleurs, bon, malheureusement, le temps passe et j'ai entendu à la radio il n'y a pas très longtemps qu'en fait, les personnes qui ont vécu la déportation, il y en a de moins en moins parce que malheureusement, bah, comme elles sont âgées, elles sont toutes en train de décéder. Et que finalement, ce sont d'autant enfin, finalement, quand on peut témoigner des choses, on fait vivre l'histoire et on fait en sorte qu'elle n'appartienne plus qu'à une espèce de théorie qui ensuite se retrouve dans des livres. Et, et entendre ces personnes-là et ensuite les voir, parce que YouTube est d'ailleurs une plateforme géniale pour ça, c'est que les podcasts ou les vidéos, les interviews qui permettent justement de recueillir le témoignage de personnes qui ont vécu des événements traumatiques très 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 lourds, surtout quand c'est rattaché directement à l'histoire mondiale, c'est d'une richesse incroyable. Et se replonger dans ce genre de témoignage pour ensuite remettre en perspective notre quotidien, enfin, c'est juste. Pour moi la meilleure des thérapies, hein. Enfin, en tout cas, une excellente manière un petit peu d'aller mieux soi-même. Tout à fait, tout à fait. Mm. C'est très intéressant ce que tu dis, très inspirant. Mais on a complètement dévié, Alexandra, on va pas se le cacher, même si c'était très intéressant. Donc je vais quand même te remettre sur la piste. Par Ça contre, marche. on va rembobiner un petit peu ta vie. Et maintenant, il est temps d'essayer un peu de comprendre bah, qui tu es, qui était cette jeune fille, Alexandra, et où est-ce que ton parcours, pardon, a commencé. Parce que j'ai quand même lu que tu avais donc fait un bac L, ce qui ne m'étonne pas totalement quand je te découvre là de plus en Exactement. plus. Donc raconte-moi un petit peu par où tu as commencé et à partir de quel moment tu as décidé de lancer ton blog et surtout pourquoi. Eh bien, alors moi, je vais faire un petit peu de biographie. Aujourd'hui, alors je sais plus, on est quelle date? Je sais pas Le si je peux 6 le mai. dire. On est le 6 mai. J'ai encore aujourd'hui 36 ans. Dans une semaine tout pile, j'en aurai Ah 37. C'est bientôt mon anniversaire. yes. Donc, je suis née le 13 mai 1985 dans l'est de la France, en Moselle plus précisément, dans la ville de Metz. Je suis pas du tout lorraine d'origine, hein, mes parents y étaient juste pour juste pour parce ils travaillaient là-bas et puis voilà. Et puis ma mère finalement a accouché là-bas, alors qu'ils sont plutôt originaires du département de la Charente-Maritime sur la côte atlantique. Moi, je suis l'aînée d'une fratrie de trois personnes. Enfin, si je dis, non mais 3 personnes que je ne connais pas. bah, en fait, c'est un lapsus révélateur et tu vas comprendre après. Ouais, Ah ouais. d'accord, OK, Et tu waouh. vois, finalement, gros lapsus et Oh tu vas comprendre j'adore! un peu. Oh ce teaser que tu me fais, OK. Non, mais c'est terrible parce que c'est pas forcément fun, mais du coup, c'est un gros lapsus. D'accord. Donc, je suis l'aînée d'une fratrie on est trois. Du coup, j'ai un frère et une sœur derrière. Et pour essayer de résumer les choses, moi j'ai eu une enfance pas évidente, mais bon, c'est un euphémisme. Mon père était très brutal et même très violent. Ma mère a pas fait preuve de beaucoup de soutien. Et je me suis retrouvée finalement. Alors moi, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence comme un chemin de croix, clairement. Ah oui d'accord. Ouais, ouais, c'était très très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je suis rentrée dans l'âge adulte, j'ai eu l'impression d'une vraie renaissance et j'ai eu l'impression de enfin pouvoir m'ouvrir au monde et exister.
Ça a été tellement dur, ces années-là que, j'ai fait et c'est terrible à même moi j'ai du mal à l'envisager, hein, parce que maintenant il s'est passé tellement de choses, mais, quand j'étais très jeune fille, j'ai fait une tentative de suicide. Oh mon Dieu, ouais, J'étais parce qu'en fait le la bulle domestique était devenue un enfer, mais vraiment. d'accord. Quand je te dis un enfer, c'est qu'en fait, mon père avait fait en sorte de nous fermer à toute on n'avait pas de vie à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on était uniquement centrés sur la cellule intrafamiliale. J'en arrive même d'ailleurs à me dire que parce que souvent j'écoute des témoignages de personnes qui ont vécu, l'emprise sectaire et ça ressemblait un petit peu à ça. Des fois, je m'y retrouve, c'est-à-dire que dans ce qu'ils peuvent dire, c'est-à-dire qu'on était enfermés sur nous-mêmes. Il avait décidé que les autres, c'est comme il disait, les amis, ça sert à rien. Les autres sont des abrutis. Ah oui, Bref, enfin surtout, voilà. Quand t'es enfant, tu crois en fait. Tu crois, tu dis bon bah s'il me dit ça, c'est ah bien sûr. qu'effectivement les autres en valent pas la peine et donc on fait pas forcément l'effort d'avoir des amis. Bon après du coup comme on s'ouvre pas à l'extérieur, on est perçu comme des gens bizarres et donc ça renforce ce sentiment vraiment d'être renfermé sur nous-mêmes. Mon père comment dire, c'est un peu substitué. Mon père a été mon père et ma mère, en fait. C'est-à-dire que j'avais une mère, hein, qui était là, mais ma mère, s'est pas du tout comportée comme une maman avec moi. Moi, j'aurais adoré avoir avec ma mère, des discussions, complices, surtout quand tu es une jeune fille et que tu grandis, que tu commences à sortir de ton statut de petite fille pour aller vers celui de préadolescente. Ma mère a jamais pris la peine de m'expliquer certaines choses et en fait, finalement, mon père lui avait un petit peu, comment dire, interdit entre guillemets cette espèce de rôle-là. Et donc j'ai eu un père qui était mon père et ma mère dans le sens où alors il m'a appris beaucoup de choses. Ça on peut pas dire le contraire. Je pense que je pense qu'au final, si aujourd'hui j'ai excessivement comment dire d'exigences envers moi-même, je suis très obstinée. Et surtout, j'ai aussi une ambition saine, c'est-à-dire que, j'ai à tout prix, envie de faire quelque chose de bon de ma vie. Et je pense que ça, c'est des choses que finalement qui m'a appris soit directement, soit indirectement, par contre-coup. Donc il y a eu ça, mais il y a aussi beaucoup d'enseignements, enfin, comment dire? D'enseignements que moi, enfin, j'en ai tiré de cette, enfance toxique et négative. C'est que mon père, en plus, était extrêmement, Heu, comment dire? Enfin, mon père n'avait pas de considération pour moi dans le sens où, mon père m'appelait pas par mon prénom, il m'appelait par des sobriquets, méchants, en fait. Mon Ah père mon était Dieu. constamment agressif donc du coup, alors moi je suis une femme plutôt grande, hein, dans la moyenne grande, j'ai eu une puberté, assez tardive donc ce qui fait enfin, comment dire? Puberté, c'est-à-dire que alors ça c'est un phénomène un petit peu curieux mais j'ai eu mes règles très tard, mais cependant, j'avais mon corps de femme très tôt. Et mon père, quand il a vu ça, il a un peu vrillé. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est dit: «Ouh là, elle est en train de perdre, enfin, je suis en train de perdre le contrôle sur la petite fille, elle devient une femme, donc ça veut dire qu'elle va forcément commencer à attirer les regards extérieurs. Il faut un petit peu que je redresse le truc». Ah waouh. Donc ça veut dire que mon quotidien, c'était des insultes. Mon père, en fait, je crois que enfin, successivement, il m'appelait baleine, il Oh là m'appelait, là. ah ouais, c'était mon surnom, mais voilà, parce que j'étais un petit peu rondelette, quoi, mais comme une jeune fille, comme beaucoup de jeunes filles au final. Ensuite, j'ai compris, mais ça j'ai mis du temps à m'en libérer, hein. Il m'a un petit peu mis dans la tête que finalement tout ce qui relevait de la sexualité, de la découverte de la sexualité, c'était très très mal et Ah oui. que si par malheur, si j'avais le malheur de susciter le désir chez les hommes, c'était de ma faute en fait. Oh là là. Donc j'ai eu droit, pour ça qu'en fait quand j'étais ado, j'ai essayé des tas de styles vestimentaires. Il y a eu un moment d'ailleurs où je m'habillais comme un garçon. La seule chose qui faisait qu'on savait que j'étais une fille, c'est que j'avais les cheveux longs. Même sur mon visage, parce que j'ai retrouvé des photos de moi, je me dis: «Purée, c'est moi ça». C'est-à-dire que même sur mon visage, en fait, j'ai même plus de, tu sais, j'ai même plus de caractéristiques un peu du faciès féminin donc ouais, on aurait pu croire que j'étais un garçon avec les cheveux longs, en fait. Voilà, donc si j'avais le malheur de mettre un pantalon qui me serrait un petit peu trop le corps, en plus il était très cru, hein, il me dit: «Ouais, tu t'es habillée comme une pute, c'est quoi cette histoire?» Waouh! Moi j'ai eu ça C'est toute mon adolescence. dingue.
Mais toute mon lui-même, adolescence. avait eu une éducation, j'imagine, très dure pour, Ouais, 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 complètement, oui. voilà, Ah oui. d'accord, De ouais. toute manière, c'est rien d'autre, enfin, quand on dit que les parents maltraitants ont été des enfants maltraités, c'est une réalité, Tout à hein, fait. vraiment, hein. Il y a C'est pas de pas juste une, non, non, c'est pas juste une justification de tribunal, non, non, c'est vraiment la vérité, hein. oui. Et Et quand on oui. dit qu'il y a pas de personnes méchantes, il y a que des personnes souffrantes, en fait, Bien ça vient sûr, de mais là. complètement, absolument. Oui, et c'est pour ça que, bon, après, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, hein, parce qu'aujourd'hui, bah, j'en parle plutôt librement aussi parce que mon père est décédé, il est mort il y a quelques années. D'accord. Donc les choses, pour moi, se sont, ouais, il y a eu comme une sorte, alors c'est terrible de dire ça, hein, c'est-à-dire que te dire que la mort de quelqu'un finalement te libère, Eh oui, mais il y a attends, dans ce cas de figure-là, on peut tout à fait, l'entendre et le comprendre. oui, bien sûr, oui, oui. Alors après, c'est sûr que moralement, ça fait un peu bizarre. Moi, des fois, quand je le dis à certaines personnes, en leur disant, alors c'est pas que ça m'a soulagée, c'est pas pareil, hein. Parce que la mort de mon père m'a causé beaucoup de chagrin, d'ailleurs, Bien et sûr. bien plus que j'aurais pu le croire, parce qu'en fait, sur la fin de sa vie, parce qu'il est décédé en 2016, on avait très peu de contacts, on avait un peu repris contact parce que il était vraiment, il était dans une phase de sa vie où il était malade, donc je pense qu'il avait dû beaucoup cogiter et il était dans une forme de repentance que je pense qu'elle était sincère. Mais il aurait fallu beaucoup plus de temps pour essayer éventuellement de discuter, de comprendre Tout à aussi. fait. Et finalement, on n'a pas eu le temps. Voilà. Bon, Et c'est comme toi, ça, hein. parce que tu as l'air du coup quand même, j'imagine que tu as quand même des restes, ce qui est normal, mais tu as l'air quand même très libérée et tu as quand même pardonné finalement les actes qu'il a pu faire. Comment tu as fait? Tu t'es Oui. fait aider? Alors beaucoup. Alors c'est drôle parce que, j'ai une, alors les choses se sont passées d'une manière différente enfin, au avec mon père qu'avec ma mère. Mon père aujourd'hui, bah, je pense que ce qui a tout changé, c'est son décès, en fait. Parce que dès lors qu'une personne, meurt, c'est-à-dire qu'elle est plus là pour t'expliquer, pour essayer de te faire comprendre les choses, bah, tu un peu enfin, moi en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai pas eu d'autre choix que de pardonner. Vraiment. Et finalement, ça c'est et j'ai trouvé ça bien, parce que son départ, imprévu, a été finalement m'a mis au pied du mur du pardon. Je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je me retrouve avec quoi?» Je me retrouve avec une situation où on avait commencé à amorcer une discussion, d'adulte à adulte, donc vraiment, c'est d'ailleurs une des premières fois de ma vie, enfin, que mon père s'est adressé à moi, pas en parlant à la petite fille, en parlant à la femme, en fait. Et ça m'a quand même vraiment beaucoup, fait, réfléchir. Il m'a expliqué aussi beaucoup de choses sur lui-même. Ce que j'ai fait aussi, c'est que suite à son décès, j'ai aussi beaucoup, discuté avec ses sœurs. En fait, j'ai entrepris une sorte de petite, pas une enquête policière, mais je suis allée à la rencontre de mon père après sa mort. Bien sûr. Donc Mmh. je suis allée voir les gens de la famille qui l'avaient connu, les gens qui étaient encore en vie, parce que bon, c'est vrai qu'en plus j'ai une famille où il y a plus grand monde de vivants et j'ai réussi à comprendre des choses. J'ai compris qu'il avait, accumulé énormément de frustration dans sa vie et ça, c'est terrible, en fait, quand tu te dis: «Mais purée, effectivement, mais tout s'explique». Bah oui, Tout s'explique parce que, du coup, je pense qu'à l'époque, j'aurais pas pu le comprendre. Clairement, enfin, quand je dis à l'époque, quand j'étais petite, hein. bien Quand sûr, j'étais, enfant et adolescente et même jeune adulte, j'aurais pas pu le comprendre parce que j'ai pas eu, j'avais pas encore eu mon parcours de vie à moi bien sûr. et là, c'est vraiment au regard de mon parcours de vie, en regardant le sien comme un adulte, en fait, pas comme mon père. Je me suis dit: «Mais évidemment que ça pouvait que se passer comme ça, c'était une évidence». C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, lui, il a eu bah, un petit peu une ambition professionnelle bridée. Mon père aurait voulu être, acteur de théâtre, en fait. D'accord. Il voulait être artiste, il était assez actif dans une troupe itinérante et finalement, bah, parce que son père, l'a un peu poussé à avoir, comme on disait beaucoup à l'époque, un vrai métier, bah, il est devenu, militaire, il est rentré dans l'armée. Ah waouh, d'accord. Mmh. Ouais, donc le truc ultra je pense pas qu'il était extrêmement heureux parce que j'ai vu mon père, donc toujours aussi, agressif et violent, mais en plus de ça, rajouter à ça des problèmes, avec de l'alcoolisme, il était très, très porté sur la bouteille. Moi, ça me faisait de la peine parce qu'en plus de ça, enfin, je servais un petit peu je passais mon temps à remplir ses verres, en fait. Donc ma mère Waouh. était pas très contente parce qu'elle faisait les courses tous les 2 jours. Elle disait: «Écoute,
ça va, je vais pas non plus aller racheter une bouteille de whisky tous les 2 jours, donc ça va, enfin voilà, tu te calmes. Mais bon, voilà, c'était un petit peu son exutoire parce que il rentrait souvent tôt du boulot, il y avait personne à la maison, il y avait moi. Donc, parce que moi, en fait, il avait une fin de journée qui coïncidait avec mon retour du lycée, puis voilà, et puis j'étais là, et puis bon, ramène-moi la télécommande, serre-moi un verre, etc. Je passais mon temps à être sa domestique, en fait, mais ça, j'avais l'habitude. Et puis, je voyais le truc, et voilà, c'était un petit peu triste. Et du Mais coup, c'est fou, tu racontes, enfin, c'est quelque chose, je sais pas si tu en as déjà parlé comme ça librement, j'imagine que oui, vu que tu en parles avec oui, facilité, voilà, et transparence. Mais c'est dingue de se dire que, donc, tu as vécu tout ça, et aujourd'hui, tu es quand même un être hyper solaire qui, t'es une belle âme, enfin, tu as l'air d'avoir une belle âme, tu transmets des ondes hyper positives, mais c'est fou. Même, est-ce que toi, des fois, tu te dis, mais comment ça se fait? Comment j'ai fait pour transformer tout ce que j'ai vécu ah en oui, alors, positif? oui, moi ce serait mentir de dire que je me pose la question tous les jours, mais encore aujourd'hui, même si quand même j'ai globalement compris le mécanisme qui s'est mis en route, oui, je t'avoue que des fois je me dis, purée, je reviens de loin, quoi. Et je me le dis surtout quand j'en témoigne, parce qu'au quotidien, voilà, bon, le passé c'est le passé, c'est comme Bien ça, sûr, et il n'y a rien bien de plus sûr. important que le présent et l'avenir. Mais oui, je me dis, purée, compliqué, quoi, hein. Et d'ailleurs, je me le dis aussi des fois parce qu'il m'arrive dans certaines circonstances de revoir des personnes de ma famille et je me dis mais enfin, je me dis comment j'ai fait pour m'en sortir et je me dis aussi qu'est-ce que j'ai bien fait de m'en sortir. Je me dis aussi ça. C'est vraiment je me dis ces deux choses-là parce que finalement, si j'avais pas à un moment donné pris un petit peu le taureau par les cornes, j'aurais pu avoir un destin totalement différent, vraiment totalement différent. Mais cependant, en fait, et ça me permet de reboucler un petit peu avec mon père qui, malgré tout, a quand même eu comment dire, il a pris une décision par rapport à mon orientation scolaire qui a été extrêmement déterminante. Et d'ailleurs, rien que pour ça, hein, rien que pour cette chose-là, rien que pour avoir tapé du poing sur la table, je lui en serai, je pense, éternellement reconnaissante. C'est que ma mère, alors c'est drôle parce que j'ai beaucoup parlé de mon père, j'ai très peu parlé de ma mère. Finalement, on fait un épisode sur ton père d'ailleurs. Et en fait, ma mère, bon, qui est une personne, ma mère, elle était ouvrière, elle est toujours ouvrière aujourd'hui. Je crois qu'elle est, bah, je pense qu'elle va pas tarder à prendre sa retraite, ouais. Parce qu'en plus, moi, j'ai des parents très très jeunes. Mon père, quand il est décédé en 2016, il avait 55 ans. Tu vois, il était pas Ah âgé. oui, dis donc, Ouais, ouais. ouais. Et ma mère, c'est une femme qui a 60 ans, je crois, aujourd'hui. Elle est 58, donc on est en 62, 63, ouais. Et, euh, et en fait, ma mère enfin, est d'origine ouvrière. Mes grands-parents, du côté de ma mère, étaient des ouvriers paysans. Donc, tu vois, milieu assez populaire. Et finalement, c'était pas dans la culture familiale de faire des études aux enfants. Et ma mère, un jour, me dit bon, ça te dirait pas, donc j'avais 13 14 ans, ça te dirait pas de faire un cursus manuel je te verrais bien faire coiffeuse. Et j'avais 14 ans. Oh, t'imagines, je me dis, mais Tu qu'est-ce sais que que tu. c'était mon rêve hein, quand même quand j'étais C'est petite, vrai. de devenir coiffeuse. Donc attention à ce que tu dis. Mais en fait, le truc, c'est que. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que ça fait rêver beaucoup de petites filles. Mais en fait, moi. Enfin, sauf que la petite fille à l'époque que j'étais, c'était une petite fille qui. Alors moi, j'ai toujours été hyper brillante à l'école. J'adorais lire, j'avais plein de bouquins, la bibliothèque c'était mon endroit préféré, enfin C'était ton vraiment, exutoire, quoi. ouais, complètement. À un moment je m'évadais à l'école, hein, parce que Ah finalement oui. l'école c'était l'endroit où je me faisais pas taper dessus par mon père et engueuler, donc clairement Ouais, j'étais très très bah bien. oui. C'est pas drôle, mais oui, oui, C'est tout à pas fait. drôle, mais et du coup j'étais super contente quand j'étais à l'école, les vacances scolaires c'était un enfer, et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh, coiffeuse, bon. Mais vraiment, ça m'emballait pas du tout. Je me disais, c'est quoi ce truc? Et, euh, et elle me dit, pour argumenter un petit peu, elle me dit oui, parce que comme ça, du coup, tu rentres en apprentissage, tu commences à gagner ton premier salaire, et puis après, tu rentres très vite sur le marché du travail, et puis ensuite, voilà, à 18 ans, t'es complètement autonome. Et sauf qu'en fait, ma mère, alors, je ne le comprendrai jamais, hein, parce que si j'avais des enfants, Dieu sait que je ne conduirais pas comme ça. Mais ma mère, en fait, pour elle, il fallait le plus vite possible que je sois plus une charge, économiquement parlant.
Ah oui, Donc d'accord. voilà, donc le fait en fait d'être en voie professionnelle, ça voulait dire très rapidement devenir autonome, avoir un salaire et puis très vite dégager de la maison et puis m'assumer toute seule, quoi. Pardon. Et Et tu penses là, pas que c'était justement pour, te libérer de ce ah cocon non, familial qui oh te ouais, non, non? non, pas du Non? tout. Ah non, non, non. Ton histoire est complètement dingue. D'ailleurs, quand tu veux, t'écris un livre. Euh, je pense que ça serait une bonne idée. Donc, recentrons-nous sur toi, parce que c'est quand même toi notre invité aujourd'hui. Et c'est ton histoire qu'on veut comprendre aussi, même si c'est important de parler de ton passé pour comprendre qui tu es et la femme que tu es devenue aujourd'hui. Mais du coup, moi, ce que je voudrais savoir quand même, c'est quand est-ce que tu as décidé d'écrire ce blog? D'où te vient cette belle plume d'ailleurs, quand on écoute, quand tu parles, on sent cette plume en toi. Donc pourquoi tu as écrit ce blog et quand est-ce que ça a pris de l'ampleur? Quand est-ce que tu t'es dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma life? Je vais pouvoir vivre de tout ça en fait. Mais en fait, les choses ont démarré il y a 10 ans. À l'époque, je faisais tout autre chose, hein. J'ai évolué dans le secteur juridique. J'étais assistante juridique dans un cabinet d'avocats. Et j'étais assez active sur Internet. Alors, j'étais très fan à l'époque des forums. Les forums mode, je commençais beaucoup à lire des blogs mode aussi. Et puis, je sais pas, un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie aussi d'avoir mon espace à moi parce que ça me plaisait. Et puis, j'avais le sentiment que je pouvais aussi partager des choses. Et donc, je me suis lancée. J'ai créé mon blog à l'époque sur Blogger. Ensuite, j'ai migré sur WordPress. Et c'est drôle parce que à l'époque, j'en attendais rien. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, ça se trouve, le truc, ça va durer 15 jours. J'ai oublié mes identifiants. Et puis bon, bah, je me reconnecterai plus jamais. Et puis voilà, je passerai à autre chose. Et finalement, bah écoute, j'ai pris l'habitude d'écrire tous les jours, tous les 2 jours, avec une certaine régularité. Et puis je me suis pris au jeu, mais vraiment. Alors quand je dis que je me suis pris au jeu, c'est que mon sujet principal étant la mode, je me suis aussi imposée de créer des formats attendus, à savoir tout ce qui va être des propositions de look, des choses comme ça. Et ensuite, bah, quasiment ouais, c'était la même année, 2012-2013, j'ai aussi ouvert le compte Instagram associé à mon blog. Et puis, alors au début, Instagram, je sais pas si tu te souviens, c'était très amateur quand même, hein. Et oui, moi Euh, j'ai pas eu d'Instagram pendant très très longtemps. J'ai ouvert mon premier compte Insta en 2019, je crois. Ah oui, effectivement, ouais. Ouais, je voulais pas faire partie de tout ça, tu vois, mais bon. Et au début, c'était tellement amateur que moi, des fois, enfin, je retombe sur certaines de mes vieilles photos où clairement, je photographiais mon assiette avec mon merlu à la mayonnaise et mes patates, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que je... Pourquoi? Mais bon, à l'époque, c'était très amateur. Voilà, on publiait comme ça sans forcément trop chercher la forme et c'était une plateforme surtout voilà, où on échangeait pas forcément à titre professionnel. Et puis les choses ont évolué gentiment. J'ai continué à alimenter aussi bien le blog que les réseaux sociaux. Et en fait, les choses, elles se sont vraiment faites par paliers. Je ne pourrais vraiment pas dire réellement, parce que souvent je me pose la question, hein, qu'est-ce qui a fait que effectivement ça a entre guillemets explosé? À vrai dire, je sais pas. Ça a été vraiment par palier. Il y a eu aussi, je pense, moi j'ai eu enfin, mon évolution pendant ces 10 dernières années professionnelles, elle se calque aussi sur les changements de ma vie personnelle. Et il y a eu des moments où j'ai vraiment eu des déclics dans ma vie. Je me suis beaucoup plus affirmée dans mon travail. Et je pense que c'est ça qui a peut-être dû être le déclic ou les déclics. Et Et puis, alors aujourd'hui, tu as plein de casquettes, donc quelles sont ouais. toutes tes casquettes différentes? Donc ma casquette principale, comme j'expliquais, c'est que je suis créatrice de contenu et influenceuse, qui ça représente, on va dire, allez, au moins 50% de mon temps, voire 60%. Depuis quelques années, j'interviens sur les sujets du social media et de l'influence auprès d'écoles de communication, de marketing ou de commerce, et avec grand plaisir. J'adore ça. J'adore transmettre, donc essentiellement sur Bordeaux et aussi pour l'université de Bordeaux.
Alors ça représente pas un volume, horaire, trop extravagant, mais ça doit peut-être me faire une centaine d'heures sur l'année, donc c'est déjà Super, cool. c'est clair. Et ensuite, 3e activité, je suis aussi mannequin grande taille, et ça c'est drôle parce que c'est quelque chose qui est venu vraiment sur la fin et heu et c'est pareil, je suis rattachée à une agence artistique, et je travaille, assez régulièrement avec certaines marques, pas forcément des marques françaises, mais beaucoup des marques, issues des pays du Benelux et c'est très enthousiasmant comme métier, c'est chouette. Bon, ça demande aussi beaucoup de se déplacer, mais c'est cool. Voilà, c'est un petit peu ça mon quotidien professionnel. Et j'aime Et bien. alors, et aujourd'hui, justement, ta mission, donc à travers ton compte Instagram, où tu as plus de 50 000 femmes qui te suivent, Ouais. c'est quoi exactement ta mission? Bah, ma mission, c'est surtout peut-être de donner aux personnes qui me suivent l'impulsion de vraiment saisir sa vie. Moi, j'ai mis du temps avant de saisir ma vie, avant vraiment de vivre vraiment complètement ma vie. J'avoue que quand j'étais plus jeune, j'aurais bien aimé que les réseaux sociaux soient aussi populaires qu'aujourd'hui pour peut-être avoir des modèles différents, pour comprendre qu'il y avait une autre manière de vivre sa vie que celle que la famille nous transmet ou que la société nous transmet. Et qu'il est possible d'être extrêmement libre, heureuse, épanouie, sans forcément respecter une certaine charte ou un certain cahier des charges qu'on nous impose depuis longtemps. Voilà. Ça me parle énormément. Tout ce que tu me dis, c'est quelque chose que je transmets aussi beaucoup à travers ma communauté, donc ça me parle fois 1000. Merci Alexandra pour cet Mais échange avec riche plaisir. en émotions et révélations. Merci beaucoup. On a deux questions rituelles à la fin de Oui. chaque épisode. Et donc, la première question, roulement de tambour, c'est pardon, ton mantra je ne sais pas, est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie, une phrase qui te guide dans la vie? Alors une, c'est difficile, j'en ai Eh oui, tellement. il faut en choisir un. Mon Dieu, j'en ai tellement. J'en ai tellement. En plus, je suis un peu stupide parce que je passe mon temps en story à publier des trucs inspirants, mais moi, des fois, j'ai de très bonne mémoire, des fois, j'ai moins bonne mémoire, mais j'ai un doute sur l'auteur, mais j'aime beaucoup celui qui a dit il vaut mieux rire des choses plutôt que Oui, d'en pleurer. Et je l'ai dit tout à l'heure, je sais plus tout à du fait. tout qui a dit ça, mais je trouve que c'est finalement une bonne synthèse de ce que j'essaie d'appliquer depuis le départ. Tout à fait. Et quel était ton rêve de petite fille alors? Oh. Et ben c'est drôle parce que quand j'étais petite fille, je voulais être journaliste et journaliste reporter. Sympa. Et au final, je suis pas tombée trop loin. Enfin, en tout cas, c'est des fois le sentiment que j'ai. Génial, c'est l'objectif. J'adore poser cette question et voir justement comment on a réussi à créer ce qu'on voulait finalement quand on était petite, l'image qu'on se faisait d'un certain métier, d'une Ouais. certaine profession. Et c'est marrant Mm. parce que la plupart des femmes que j'interviewe ont réussi finalement à créer ce qu'elles voulaient petite fille, mais d'une autre manière. Ouais, après, il y a aussi autre chose, et c'est vrai que ça c'est peut-être l'occasion aussi de parler d'un, enfin, pas un mantra, mais en tout cas une citation que je trouve extrêmement inspirante, parce que la femme qui l'a dit aussi est extrêmement inspirante. Et c'est Diane de Furstenberg, la designer de mode, qui a dit: «Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais la femme que je voulais être». Et ça, je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire que J'adore. même si effectivement j'avais une petite idée du genre de métier vers lequel je voulais aller, c'est-à-dire que vraiment euh, communiquer aux autres, transmettre aux autres. Alors j'ai eu ça et j'ai eu ma phase où je voulais être infirmière aussi. Mais je crois que le dénominateur commun de tout ça, c'était surtout apporter des choses très positives aux autres, que ce soit Oui, pour les soigner ou pour les divertir. tout à fait. Et, c'est vrai que je comprends tout à Ça fait fait un ce qu'elle pari veut réussi. dire. Ouais, Paris réussi. Et puis je comprends ce qu'elle veut dire dans le sens où des fois on n'a pas une idée précise de ce qu'on veut faire, mais on sait en tout cas qu'on a envie on sait à peu près ce qu'on a envie de faire Oui, tout à fait. Ce qu'on a envie d'être et de et comment on a transmettre. envie d'être, exactement.
Merci Alexandra sur ces dernières belles paroles. Je te Merci à souhaite toi. beaucoup de succès et surtout d'être Pareillement. heureuse, hein, c'est le plus important. C'est bien parti. Salut Alexandra, belle continuation à toi. Merci à toi, Sandra. Bonne journée. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!